Le temps n'est pas une entité tangible, et pourtant, chaque être humain en a une conscience bien réelle. Cette conscience du temps conditionne tous les aspects de notre vie, mais nous impose des limites étroites. Que se passerait-il si nous élargissions ces limites, et si nous manipulions le temps? En quoi le monde changerait-il si nous accélérions le temps? Et que verrions-nous si nous le freinions? Nous pourrions découvrir de nouvelles et surprenantes dimensions de la réalité. Mais pour cela, impossible de compter sur nos sens. Seule la technique peut rendre visible ce qui se déroule hors du champ de la perception humaine. Des caméras très sophistiquées, équipées du dispositif de ralenti et d'accéléré, sont nécessaires. Ces outils nous permettent de franchir les barrières du temps, derrière lesquelles se cache une autre réalité dont nous ignorons tout. Un monde dans lequel se matérialisent des événements d'ordinaire invisibles à l'œil nu. Parce qu'ils se déroulent soit si lentement qu'ils nous semblent immuables, soit, au contraire, si vite qu'ils ont déjà disparu l'instant d'après. Depuis des milliers d'années, l'homme cherche à affiner la mesure du temps. Au commencement, il s'aidait du soleil et de la lune. Nos ancêtres les plus lointains se référaient déjà à la course du soleil. Ils construisirent des cadrans qui convertissaient le déplacement des ombres en données temporelles. Parfaitement efficaces, mais à condition qu'il fasse jour. Ce sont des instruments de mesure mécaniques, indépendants de la météo, qui nous ont ouvert la voie des grandes inventions. Ces mécanismes d'horlogerie reflètent également notre représentation du temps. Nous considérons la régularité du temps comme un repère fondamental, autour duquel s'articulent toutes les facettes de notre vie. Or, le temps est un phénomène difficile à appréhender. Il est d'ailleurs probable qu'il n'existe pas sous la forme que nous lui donnons. Il y a un siècle, Albert Einstein démontrait la relativité du temps. Et tous les supporters de foot l'applaudiraient. Car la perception du temps change en fonction du cours du match. La joie du but marqué laisse vite place à l'appréhension. L'équipe qui mène va-t-elle garder son avantage jusqu'au bout? Dans ce cas, le temps s'écoule avec une lenteur éprouvante. Pour cette moitié du stade, les dernières minutes paraissent une éternité.
Tandis que pour l'autre moitié, la fin du match approche trop vite. Le temps semble s'être accéléré. Et s'accélère de plus en plus à chaque minute qui passe sans but d'égalisation. Puis, soudain, le temps suspend à nouveau son vol. Les moments importants durent toujours un peu plus longtemps. Même si nous avons parfois l'impression que le temps fluctue de manière étonnante, notre cerveau contient un instrument très précis pour mesurer le temps à la seconde ou à la minute près. Mais il fait partie des fonctions les moins étudiées du cerveau. Lorsque nous tambourinons distraitement du bout du doigt, nous obéissons tous à un rythme à peu près identique, à savoir un coup toutes les demi-secondes. À croire que notre cerveau possède une sorte de métronome intégré. Pourtant, le cerveau ne semble pas avoir de générateur indépendant qui commanderait ce rythme. On constate, au contraire, dans les différentes aires du cerveau, une très grande diversité de rythmes et d'intervalles. Or, le striatum, une région du cerveau, détecte dans ce désordre apparent un rythme répétitif et l'organise selon un tempo commun, comme un chef d'orchestre synchronise ses musiciens. Le cerveau humain sait parfaitement identifier les plus infimes variations de rythme et les coordonner avec d'autres schémas rythmiques. Lorsqu'une danseuse de flamenco et son guitariste improvisent sur scène, ils restent toujours synchrones, même si le rythme change. Le rythme dicté par notre cerveau détermine également notre perception du temps. Nos sens lisent l'environnement non pas en continu mais par intermittence pour éviter la saturation d'informations. Ce balayage sélectif est aussi lié à notre ressenti du temps. La fréquence d'absorption des informations semble varier avec l'âge. La perception du temps est apparemment plus élevée chez l'enfant que chez l'adulte. L'enfant vit plus d'événements pour une unité de temps donnée. C'est peut-être la raison pour laquelle le même intervalle de temps paraît plus long à un enfant qu'à un adulte. Mais pouvons-nous modifier notre rythme intérieur et par conséquent notre perception du temps? Dans les arts martiaux, c'est exactement ce qui se produit. En modifiant leur perception du temps, les combattants optimisent leur réaction face à des mouvements ultra rapides. On retrouve ce phénomène de flux dans d'autres sports, où l'ivresse de l'exercice altère le ressenti temporel. La conception du temps chez l'être humain ne varie que dans de faibles limites. Certains animaux ont considérablement étiré ces limites. L'œil humain doit percevoir au moins 60 événements par seconde pour avoir l'impression d'un mouvement continu.
Chez la mouche, la fusion d'images isolées ne s'opère qu'à partir de 300 images par seconde. Les yeux à facettes de la mouche traitent un événement plus vite que les nôtres. C'est la raison pour laquelle chaque processus se déroule beaucoup plus lentement pour une mouche que pour nous. C'est d'ailleurs un impératif vital pour une mouche. Voler à toute vitesse dans les pièces exiguës nécessite des réflexes fulgurants. Grâce à cette faculté, elle peut exécuter de spectaculaires manœuvres aériennes. Ce qui explique aussi qu'il nous soit presque impossible de l'attraper. En termes de rapidité, les mouches nous sont nettement supérieures. Mais grâce à la technique, nous sommes capables d'élargir notre perception du temps au-delà de nos frontières biologiques. Et percevoir par exemple des phénomènes naturels qui ne durent qu'un très court instant. Les crevettes mantes se nourrissent de proies protégées d'une coquille, comme les escargots ou les moules. Elles se servent de leurs pattes comme de massues pour fracasser les coquilles. Le mouvement de détente est si rapide qu'il est invisible à l'œil nu. Seul l'ultra ralenti permet de visualiser la technique du crustacé. À cette vitesse, un battement de paupières durerait 20 secondes. Avec une vitesse de 23 mètres par seconde, la projection de la patte est d'une rapidité inégalée dans la nature. Elle atteint l'équivalent de 8000 fois l'accélération terrestre. La patte heurte la moule avec la puissance d'une balle de revolver. Et pourtant, ce déploiement de force n'est dû qu'à de minuscules bulles d'air. La vitesse élevée génère une forte dépression. De petites bulles se forment puis éclatent aussitôt. Une quantité phénoménale d'énergie est libérée sur une période très brève. Il s'ensuit une détonation, parfois même un éclair, et cet effet de cavitation augmente considérablement l'efficacité du coup. Au ralenti, de nombreuses scènes de la nature nous apparaissent sous un jour nouveau. Les arwanas qui vivent dans les fleuves d'Amérique du Sud ont une technique de chasse insolite. Ils nagent juste au-dessous de la surface de l'eau et guettent insectes, grenouilles ou lézards. Lorsqu'ils voient une proie potentielle se poser sur une branche, ils bondissent hors de l'eau jusqu'à 2 mètres au-dessus de la surface et font mouche à tous les coups. Mais rien n'égale la précision du poisson archer. Lui aussi vise des proies terrestres. Et sa méthode de prédation est stupéfiante. Il crache un jet d'eau
qui peut frapper un insecte à presque 2 mètres de distance. Ce n'est qu'à partir d'un ralenti de 100 fois que les scientifiques ont pu décomposer le mouvement. Le poisson cherche d'abord un bon angle de tir. Pour viser, il intègre dans ses calculs le paramètre de réfraction de la lumière à la surface de l'eau. Les lèvres du poisson archer sont peu mobiles. Il doit tendre son corps entier vers la cible. La langue et le palais forment un sillon qui guide son jet. La pression nécessaire est obtenue grâce à une puissante contraction des muscles branchiaux. Autre tireur d'une précision et d'une rapidité extrême, le caméléon. Sa proie a des réflexes ultra rapides et pourrait sans peine bondir hors de sa portée. Mais la langue du caméléon est plus rapide, trop rapide pour la force musculaire pure. Sa langue est composée de fibres très élastiques qui se tendent lentement sous l'effet des muscles. Lorsque le caméléon relâche la tension, la langue est projetée en avant, telle la flèche d'un archer. Mais il existe des langues encore plus vives, en particulier chez les crapauds. Il s'est passé quelque chose. Voici la même séquence, ralentie 100 fois. En plus d'être élastique, la langue est fixée en avant de la mâchoire inférieure et peut ainsi être projetée en un éclair. Des expériences en laboratoire avaient démontré que le crapaud du Colorado possédait la langue la plus rapide du monde. Plus maintenant. Aujourd'hui, c'est une salamandre qui détient le record. Les prises de vue à grande vitesse nous dévoilent de nouveaux visages de la nature. Mais les scientifiques ont utilisé la photographie dès son invention pour observer le temps. L'un de ces pionniers fut le photographe Edward Muybridge. En 1877, il chercha à savoir si, à un moment donné, un cheval au galop décollait simultanément les 4 pattes du sol. Pour réaliser son expérience, il aligna 24 appareils photo et les déclencha l'un après l'autre, toutes les fractions de seconde. Il put ainsi montrer que pendant un court instant, un cheval au galop ne touche pas le sol. Muybridge considérait ces clichés comme une série d'images distinctes, mais il venait de tourner le premier film au ralenti de l'histoire. Quelques années seulement après l'expérience de Muybridge, ces suites d'images devinrent à la mode. Et tout commença avec une crise d'éternuement. À la fin du XIXe siècle, Thomas Edison réalisa plusieurs séries de photos d'un homme en train d'éternuer. Un certain Fred Ott.
Ces images étaient destinées à sa dernière invention, le kinétoscope. Cet appareil faisait défiler rapidement plusieurs images, de manière à donner l'illusion d'un mouvement continu. Les machines permettant d'animer des images fixes existaient depuis longtemps déjà. Le zoetrope avait été inventé 60 ans plus tôt. Tous ces appareils exploitaient les frontières de notre perception. À partir d'une certaine fréquence visuelle, nous sommes incapables de différencier des images. Une mouche ne serait jamais tombée dans le panneau, mais le public fut fasciné par la scène du tabac prisé avec Fred Ott. Fort de ce succès, Edison tourna d'autres films et immortalisa notamment les derniers temps forts du Far West. De la légendaire Annie Oakley, tireuse d'élite, à la danse des esprits des Sioux. La projection du premier baiser de cinéma animé provoqua un certain émoi. Caméras et projecteurs se développèrent rapidement, et les films furent bientôt projetés devant un plus large public. Les caméras filmaient à une vitesse de plus en plus élevée pour étirer le temps. Aujourd'hui, les caméras n'ont plus besoin de pellicule. Cette caméra capte 10 000 images par seconde et les enregistre directement sur un disque dur informatique. Elle permet ainsi de ralentir le temps 400 fois. Même si Edward Muybridge ne concevait pas ses travaux comme des films, il avait accompli quelque chose d'important. Il fut l'un des premiers à comprendre que la manipulation du temps nous donne accès à de nouveaux aspects de la réalité et nous révèle les beautés qui nous sont imperceptibles en temps normal. Certains processus restent toutefois trop rapides, même pour nos caméras les plus sophistiquées, comme l'explosion simultanée de centaines de millions de feux d'artifice. Les feux d'artifice résultent d'une collision de particules élémentaires de type proton. Le spectacle est très bref, la durée de vie de certaines particules n'excédant pas un dixième de milliardième de seconde. Plus la collision des protons est violente, plus le résultat est spectaculaire. C'est ici que le grand collisionneur de hadrons est en train de voir le jour. Cet accélérateur de particules est développé par le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Il est installé dans un tunnel de 27 km, creusé dans la roche, à la frontière franco-suisse. Cet anneau d'aimant supraconducteur fait entrer en collision des faisceaux de protons avec une énergie sans précédent dans l'histoire de la physique. Certains scientifiques pensent même que ces collisions pourraient provoquer des trous de verre, sorte de tunnels dans l'espace-temps que les particules élémentaires pourraient, en théorie, traverser pour remonter ou avancer dans le temps. Un proton ne met qu'un 10 millième de seconde pour traverser le tunnel dans les deux sens.
Lorsque les protons se rencontrent, ils ont presque atteint la vitesse de la lumière. La lumière atteint la vitesse la plus élevée qui existe dans l'univers. Il n'y a rien de plus rapide. Encore que, à l'échelle microscopique, d'autres lois semblent s'appliquer. Il est ainsi possible qu'une particule heurte un obstacle par un côté et ressorte en même temps de l'autre. Des scientifiques de Cologne ont projeté des micro-ondes à travers un obstacle de 12 cm d'épaisseur à une vitesse supraluminique. Ces ondes transmettaient même une information, une partie de la 40e symphonie de Mozart. Même si nous parvenions à décomposer au ralenti ce genre d'action, il nous faudrait vivre des milliards d'années pour pouvoir les observer avec nos sens. De nombreux phénomènes nous échappent car ils se déroulent trop rapidement. Le temps d'un battement de cils, une mouche exécute 20 battements d'ailes. Une salamandre entame son repas ou des millions de particules pyrotechniques explosent. A contrario, la technologie nous permet aussi d'observer des processus qui nous échappent, car trop lents. Pour étudier ces processus, un seul moyen, accélérer le cours du temps. Comme nous, les végétaux possèdent leur propre perception du temps. Ils sont sensibles aux fluctuations de la durée du jour au cours de l'année et s'en servent pour déterminer le moment de leur floraison. Certaines plantes fleurissent même à une certaine heure. Même accéléré grâce à la technologie, le monde végétal paraît paisible et lent. Tout le contraire du nôtre. En accéléré, les villes grandissent sous nos yeux comme si elles étaient vivantes. À l'échelle des jours, des mois ou des années, la nature applique les lois qui lui sont propres. Beaucoup de ces lois sont conditionnées par le cycle du jour et de la nuit.
La rotation de la Terre sur elle-même donne l'impression que le Soleil et la Lune se lèvent et se couchent. Mais le mouvement des astres est à l'origine d'une multitude d'autres phénomènes. La gravité du Soleil et de la Lune agit sur la Terre entière. Mais seules les masses d'eau y répondent par une manifestation visible, les marées. La forme des bassins océaniques influence le cours et l'amplitude des marées. Une des plus fortes marées se produit sur la côte sud-ouest de l'Angleterre, où la mer monte de plus de 10 mètres. La rotation de la Terre, de la Lune et du Soleil forme une dynamique très complexe. Pendant un mois environ, la Lune tourne autour de la Terre, si bien qu'elle apparaît chaque nuit à un endroit différent de l'horizon, en étant éclairée différemment par le Soleil. En un mois, elle achève un cycle complet de la pleine Lune à la nouvelle Lune. Le changement de position de la Lune et du Soleil se répercute aussi sur les marées. Lorsque le Soleil et la Lune sont alignés, à la pleine Lune ou à la nouvelle Lune, le marnage est au maximum. C'est l'époque des vives eaux. Lorsque le Soleil et la Lune forment un angle droit et que la Lune n'est qu'à demi éclairée, ce sont les mortes eaux. Certaines espèces captent ces changements. Les limules suivent les cycles de la Lune depuis des centaines de millions d'années. Ils pondent leurs œufs sur la plage pour les protéger des prédateurs marins à la période des vives eaux. Une façon de s'assurer que leurs œufs resteront à l'abri, bien enfouis dans le sable, jusqu'aux prochaines grandes marées. Les êtres humains, eux, ont dû multiplier travaux et expériences pour être capables de mesurer précisément les secondes et les minutes. Calculer la durée exacte des mois et des années ne s'est pas non plus fait en un jour. Étant donné la complexité de la mécanique céleste, l'élaboration des calendriers n'a pas été facile. Certains calendriers reposent sur le cycle lunaire. C'est le cas du calendrier musulman qui se compose de 12 mois, chacun débutant lorsque le croissant de lune est visible. Les fêtes religieuses et les jours fériés ont été établis en fonction de ce calendrier. D'autres, comme le calendrier grégorien utilisé en Occident depuis 1582, sont basés sur la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil. Ces calendriers correspondent davantage au cycle des saisons. Mais la rotation de la Terre autour du Soleil ayant la propriété gênante de durer 365 jours et quelques heures, on a introduit depuis Jules César un jour intercalaire, ou bissexte, tous les 4 ans. Malheureusement, même ce petit ajustement n'empêche pas un léger décalage.
Pour que le calendrier coïncide de façon encore plus précise avec l'année tropique, le bissexte est supprimé tous les 100 ans, depuis le pape Grégoire XIII. Les calendriers anticipant les changements de saison ont permis de mieux planifier les cultures. Et les seigneurs savaient, au jour près, grâce au calendrier, quand percevoir leurs impôts. À l'échelle des années, le monde connaît des transformations prodigieuses. La surface de ce monument en bronze se couvre d'une patine verte due à l'humidité. Les responsables sont des cristaux qui se forment au fil des ans sur les surfaces en métal. Aujourd'hui, nous pouvons observer la formation de ces cristaux, même si elle dure 20 ans ou plus. Nous pouvons même être les témoins de périodes encore plus longues, et pas seulement à l'échelle microscopique. Si nous observons l'évolution de la Terre sur une période de 10 000 ans, nous constatons d'étonnantes mutations. En cause, un basculement de l'axe terrestre qui se traduit par quelques turbulences dans son déplacement autour du Soleil. Ce mouvement, dit de précession, a une durée de 25 800 ans. Parallèlement, l'angle d'inclinaison de l'axe terrestre varie de quelques degrés sur une période de 41 000 ans. À ces deux mouvements s'en ajoute un troisième, la variation de la forme ou excentricité de l'orbite terrestre, tous les 100 000 ans. Il résulte de tous ces phénomènes qu'à certaines périodes, un hémisphère reçoit moins d'ensoleillement et la calotte glaciaire du pôle concerné s'accroît. Puis elles fond de nouveau lorsque l'insolation augmente. Ces cycles de Milankovitch reflètent l'histoire de la Terre depuis des centaines de milliers d'années. Des périodes de glaciation ont toujours alterné avec des périodes de réchauffement. Au cours de ce processus, les milieux naturels se modifient également. Les forêts se transforment en savane ou en toundra. Si nous allongeons notre période d'observation à plusieurs millions d'années, nous voyons que ces mutations ne touchent pas uniquement les milieux naturels. Les continents aussi sont en perpétuel mouvement et dérivent à la vitesse de croissance de nos ongles. Le mouvement de la croûte terrestre sous la plaque pacifique, la plus grande, entraîne à ses alentours une importante activité géologique. Vu en ultra accéléré, le pourtour de la plaque pacifique serait embrasé par des éruptions volcaniques. Et si nous pouvions observer des périodes encore plus longues? Nous assisterions à un spectacle de dimension intergalactique. Seul le plus puissant des supercalculateurs pourrait quantifier des mouvements de cette complexité. Dans 2 milliards d'années, notre Voie lactée rencontrera la galaxie voisine, la nébuleuse d'Andromède.
Les galaxies se composant principalement d'espace, il est assez improbable que des étoiles y entrent en collision. Mais la pesanteur va réorganiser les millions de systèmes stellaires jusqu'à ce que naisse, au bout de plusieurs milliards d'années, une nouvelle galaxie commune. Touchons-nous à la limite de notre conception du temps. De nombreux scientifiques pensent que l'univers continuera son expansion. Lorsque la matière et l'énergie sont à ce point éparpillées dans l'espace, chaque événement a une durée qu'on ne peut imaginer. Un tel univers pourrait même totalement disparaître, ou bien changer brusquement d'état. Peut-être en résulterait-il un nouvel univers, régi par d'autres lois spatio-temporelles. Mais cela dépasse nos capacités d'entendement. Même si la technique nous permet de repousser toujours plus loin les frontières de notre perception temporelle et de nous faire découvrir de nouvelles et surprenantes dimensions de la réalité. Le temps n'est pas une entité tangible, et pourtant, chaque être humain en a une conscience bien réelle. Cette conscience du temps conditionne tous les aspects de notre vie, mais nous impose des limites étroites. Que se passerait-il si nous élargissions ces limites, et si nous manipulions le temps ? En quoi le monde changerait-il si nous accélérions le temps ? Et que verrions-nous si nous le freinions ? Car la perception du temps change en fonction du cours du match. La joie du but marqué laisse vite place à l'appréhension. L'équipe qui mène va-t-elle garder son avantage jusqu'au bout ? Dans ce cas, le temps s'écoule avec une lenteur éprouvante. Pour cette moitié du stade, les dernières minutes paraissent une éternité. Tandis que pour l'autre moitié, la fin du match approche trop vite. Le temps semble s'être accéléré. Et s'accélère de plus en plus à chaque minute qui passe sans but d'égalisation. Puis, soudain, le temps suspend à nouveau son vol. Les moments importants durent toujours un peu plus longtemps. Gris reflète également notre représentation du temps. Nous considérons la régularité du temps comme un repère fondamental autour duquel s'articulent toutes les facettes de notre vie.
Or, le temps est un phénomène difficile à appréhender. Il est d'ailleurs probable qu'il n'existe pas sous la forme que nous lui donnons. Il y a un siècle, Albert Einstein démontrait la relativité du temps. Et tous les supporters de foot l'applaudiraient. Paru l'instant d'après. Depuis des milliers d'années, l'homme cherche à affiner la mesure du temps. Au commencement, il s'aidait du soleil et de la lune. Nos ancêtres les plus lointains se référaient déjà à la course du soleil. Ils construisirent des cadrans qui convertissaient le déplacement des ombres en données temporelles. Parfaitement efficaces, mais à condition qu'il fasse jour. Ce sont des instruments de mesure mécanique, indépendants de la météo, qui nous ont ouvert la voie des grandes inventions. Ces mécanismes d'horlogerie. Nous pourrions découvrir de nouvelles et surprenantes dimensions de la réalité. Mais pour cela, impossible de compter sur nos sens. Seule la technique peut rendre visible ce qui se déroule hors du champ de la perception humaine. Des caméras très sophistiquées, équipées du dispositif de ralenti et d'accéléré, sont nécessaires. Ces outils nous permettent de franchir les barrières du temps, derrière lesquelles se cache une autre réalité dont nous ignorons tout. Un monde dans lequel se matérialisent des événements d'ordinaire invisibles à l'œil nu. Parce qu'ils se déroulent soit si lentement qu'ils nous semblent immuables, soit au contraire si vite qu'ils... C'est ici que le grand collisionneur de Hadron est en train de voir le jour. Cet accélérateur de particules est développé par le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Il est installé dans un tunnel de 27 km, creusé dans la roche, à la frontière franco-suisse. Cet anneau d'aimant supraconducteur fait entrer en collision des faisceaux de protons avec une énergie sans précédent dans l'histoire de la physique. Certains scientifiques pensent même que ces collisions pourraient provoquer des trous de verre, sorte de tunnels dans l'espace-temps que les particules élémentaires pourraient, en théorie, traverser pour remonter ou avancer dans le temps. Un proton ne met qu'un 10 millième de seconde pour traverser le tunnel dans les deux sens. Lorsque les protons se rencontrent, ils ont presque atteint la vitesse de la lumière. La lumière atteint la vitesse la plus élevée qui existe dans l'univers. Il n'y a rien de plus rapide. Encore que, à l'échelle microscopique, d'autres lois semblent s'appliquer. Il est ainsi possible qu'une particule heurte un obstacle par un côté et ressorte en même temps de l'autre. Des scientifiques de Cologne ont projeté des micro-ondes à travers un obstacle de 12 cm d'épaisseur à une vitesse supraluminique. Ces ondes transmettaient même une information, une partie de la 40e symphonie de Mozart. Même si nous parvenions à décomposer au ralenti ce genre d'action, il nous faudrait vivre des milliards d'années pour pouvoir les observer avec nos sens. De nombreux phénomènes nous échappent, car ils se déroulent trop rapidement.
Le temps d'un battement de cils, une mouche exécute 20 battements d'ailes. Une salamandre entame son repas, ou des millions de particules pyrotechniques explosent. A contrario, la technologie nous permet aussi d'observer des processus qui nous échappent, car trop tous les coups. Mais rien n'égale la précision du poisson archer. Lui aussi vise des proies terrestres, et sa méthode de prédation est stupéfiante. Il crache un jet d'eau qui peut frapper un insecte à presque 2 mètres de distance. Ce n'est qu'à partir d'un ralenti de 100 fois que les scientifiques ont pu décomposer le mouvement. Le poisson cherche d'abord un bon angle de tir. Pour viser, il intègre dans ses calculs le paramètre de réfraction de la lumière à la surface de l'eau. Les lèvres du poisson archer sont peu mobiles. Il doit tendre son corps entier vers la cible. La langue et le palais forment un sillon qui guide son jet. La pression nécessaire est obtenue grâce à une puissante contraction des muscles branchiaux. Autre tireur d'une précision et d'une rapidité extrême, le caméléon. Sa proie a des réflexes ultra rapides et pourrait sans peine bondir hors de sa portée. Mais la langue du caméléon est plus rapide, trop rapide pour la force musculaire pure. Sa langue est composée de fibres très élastiques qui se tendent lentement sous l'effet des muscles. Lorsque le caméléon relâche la tension, la langue est projetée en avant, telle la flèche d'un archer. Mais les êtres humains, eux, ont dû multiplier travaux et expériences pour être capables de mesurer précisément les secondes et les minutes. Calculer la durée exacte des mois et des années ne s'est pas non plus fait en un jour. Étant donné la complexité de la mécanique céleste, l'élaboration des calendriers n'a pas été facile. Certains calendriers reposent sur le cycle lunaire. C'est le cas du calendrier musulman qui se compose de 12 mois, chacun débutant lorsque le croissant de lune est visible. Les fêtes religieuses et les jours fériés ont été établis en fonction de ce calendrier. D'autres, comme le calendrier grégorien utilisé en Occident depuis 1582, sont basés sur la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil. Ces calendriers correspondent davantage au cycle des saisons.
Mais la rotation de la Terre autour du Soleil ayant la propriété gênante de durer 365 jours et quelques heures, on a introduit depuis Jules César un jour intercalaire, ou bissexte, tous les 4 ans. Malheureusement, même ce petit ajustement n'empêche pas un léger décalage. Pour que le calendrier coïncide de façon encore plus précise avec l'année tropique, le bissexte est supprimé tous les 100 ans, depuis le pape Grégoire XIII. Les calendriers anticipant les changements de saison ont permis de mieux planifier les cultures. Et les seigneurs savaient, au jour près, grâce au calendrier, quand percevoir leurs impôts. À l'échelle des années, le monde connaît des transformations prodigieuses. La surface de ce monument en bronze se couvre d'une patine verte due à l'humidité. Les responsables sont des cristaux qui se forment au fil des ans sur les surfaces en métal. Aujourd'hui, nous pouvons observer la formation de ces cristaux. Même si elle dure 20 ans, sont imperceptibles en temps normal. Certains processus restent toutefois trop rapides, même pour nos caméras les plus sophistiquées, comme l'explosion simultanée de centaines de millions de feux d'artifice. Les feux d'artifice résultent d'une collision de particules élémentaires de type proton. Le spectacle est très bref, la durée de vie de certaines particules n'excédant pas 1/10 de milliardième de seconde. Plus la collision des protons est violente, plus le résultat est spectaculaire. C'est ici que le grand collisionneur de hadrons est en train de voir le jour. Cet accélérateur de particules est développé par le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Il est installé dans un tunnel de 27 km, creusé dans la roche, à la frontière franco-suisse. Cet anneau d'aimant supraconducteur fait entrer en collision des faisceaux de protons avec une énergie sans précédent dans l'histoire de la physique. Certains scientifiques pensent même que ces collisions pourraient provoquer des trous de verre, sorte de tunnels dans l'espace-temps que les particules élémentaires pourraient, en théorie, traverser pour remonter ou avancer dans le temps. Un proton ne met qu'un 10 000 de seconde pour traverser le tunnel dans les deux sens. Lorsque les protons se rencontrent, ils ont presque atteint la vitesse de la lumière. La lumière est notre ressenti du temps. La fréquence d'absorption des informations semble varier avec l'âge. La perception du temps est apparemment plus élevée chez l'enfant que chez l'adulte.
L'enfant vit plus d'événements pour une unité de temps donnée. C'est peut-être la raison pour laquelle le même intervalle de temps paraît plus long à un enfant qu'à un adulte. Mais pouvons-nous modifier notre rythme intérieur et par conséquent notre perception du temps? Dans les arts martiaux, c'est exactement ce qui se produit. En modifiant leur perception du temps, les combattants optimisent leur réaction face à des mouvements ultra rapides. On retrouve ce phénomène de flux dans d'autres sports, où l'ivresse de l'exercice altère le ressenti temporel. La conception du temps chez l'être humain ne varie que dans de faibles limites. Certains animaux ont considérablement étiré ces limites. L'œil humain doit percevoir au moins 60 événements par seconde pour avoir l'impression d'un mouvement continu. Chez la mouche, la fusion d'images isolées ne s'opère qu'à partir de 300 images par seconde. Les yeux à facettes de la mouche traitent un événement plus vite que les nôtres. C'est la raison pour laquelle chaque processus se déroule beaucoup plus lentement pour une mouche que pour nous. C'est d'ailleurs un impératif vital pour une mouche. Voler à toute vitesse dans des pièces exiguës nécessite des réponses. Au cours de ce processus, les milieux naturels se modifient également. Les forêts se transforment en savane ou en toundra. Si nous allongeons notre période d'observation à plusieurs millions d'années, nous voyons que ces mutations ne touchent pas uniquement les milieux naturels. Les continents aussi sont en perpétuel mouvement et dérivent à la vitesse de croissance de nos ongles. Le mouvement de la croûte terrestre sous la plaque pacifique, la plus grande, entraîne à ses alentours une importante activité géologique. Vu en ultra accéléré, le pourtour de la plaque pacifique serait embrasé par des éruptions volcaniques. Et si nous pouvions observer des périodes encore plus longues? Nous assisterions à un spectacle de dimension intergalactique. Seul le plus puissant des supercalculateurs pourrait quantifier des mouvements de cette complexité. Dans 2 milliards d'années, notre Voie lactée rencontrera la galaxie voisine, la nébuleuse d'Andromède. Les galaxies se composant principalement d'espace, il est assez improbable que des étoiles y entrent en collision. Mais la pesanteur va réorganiser les millions de systèmes stellaires jusqu'à ce que naisse, au bout de plusieurs milliards d'années, une nouvelle galaxie commune.
Touchons-nous à la limite de notre conception du temps. De nombreux scientifiques pensent que l'univers continuera son expansion. Lorsque la matière et l'énergie sont à ce point éparpillées dans l'espace, chaque événement a une durée qu'on ne peut imaginer. Un tel univers pourrait même totalement... Parallèlement, l'angle d'inclinaison de l'axe terrestre varie de quelques degrés sur une période de 41 000 ans. À ces deux mouvements s'en ajoute un troisième, la variation de la forme ou excentricité de l'orbite terrestre, tous les 100 000 ans. Il résulte de tous ces phénomènes qu'à certaines périodes, un hémisphère reçoit moins d'ensoleillement et la calotte glaciaire du pôle concerné s'accroît, puis elle fond de nouveau lorsque l'insolation augmente. Ces cycles de Milankovitch reflètent l'histoire de la Terre depuis des centaines de milliers d'années. Des périodes de glaciation ont toujours alterné avec des périodes de réchauffement. Au cours de ce processus, les milieux naturels se modifient également. Les forêts se transforment en savane ou en toundra. Si nous allongeons notre période d'observation à plusieurs millions d'années, nous voyons que ces mutations ne touchent pas uniquement les milieux naturels. Les continents aussi sont en perpétuel mouvement et dérivent à la vitesse de croissance de nos ongles. Le mouvement de la croûte terrestre sous la plaque pacifique, la plus grande, entraîne à ses alentours une importante activité géologique. Vu en ultra accéléré, le pourtour de la plaque pacifique serait embrasé par des éruptions volcaniques. Et si nous pouvions observer des périodes encore plus longues? Nous assisterions à un spectacle de dimension intergalactique. Seul le plus puissant des supercalculateurs pourrait quantifier des mouvements de cette complexité. Dans 2 milliards d'années, notre Voie lactée rencontrera la galaxie voisine, la nébuleuse d'Andromède. Les galaxies se composant principalement d'espace, il est assez improbable que des étoiles y entrent en collision. Même si nous avons parfois l'impression que le temps fluctue de manière étonnante, notre cerveau contient un instrument très précis pour mesurer le temps à la seconde ou à la minute près. Mais il fait partie des fonctions les moins étudiées du cerveau. Lorsque nous tambourinons distraitement du bout du doigt, nous obéissons tous à un rythme à peu près identique, à savoir un coup toutes les demi-secondes. À croire que notre cerveau possède une sorte de métronome intégré. Pourtant, le cerveau ne semble pas avoir de générateur indépendant qui commanderait ce rythme. On constate, au contraire, dans les différentes aires du cerveau, une très grande diversité de rythmes et d'intervalles. Or, le striatum, une région du cerveau, détecte dans ce désordre apparent un rythme répétitif et l'organise selon un tempo commun, comme un chef d'orchestre synchronise ses musiciens.
cerveau humain sait parfaitement identifier les plus infimes variations de rythme et les coordonner avec d'autres schémas rythmiques. Lorsqu'une danseuse de flamenco et son guitariste improvisent sur scène, ils restent toujours synchrones, même si le rythme change. Le rythme dicté par notre cerveau détermine également notre perception du temps. Nos sens lisent l'environnement non pas en continu mais par intermittence pour éviter la saturation d'informations. Ce balayage sélectif est aussi lié à notre ressenti du temps. La fréquence d'absorption des informations semble varier avec l'âge. La perception du temps est apparemment plus élevée chez l'enfant que chez l'adulte. L'enfant vit plus d'événements pour une unité de temps donnée. C'est peut-être la raison pour laquelle le même intervalle de temps paraît plus long à un enfant qu'à un adulte. Mais pouvons-nous modifier rien de plus rapide? Encore que, à l'échelle microscopique, d'autres lois semblent s'appliquer. Il est ainsi possible qu'une particule heurte un obstacle par un côté et ressorte en même temps de l'autre. Des scientifiques de Cologne ont projeté des micro-ondes à travers un obstacle de 12 cm d'épaisseur à une vitesse supraluminique. Ces ondes transmettaient même une information, une partie de la 40e symphonie de Mozart. Même si nous parvenions à décomposer au ralenti ce genre d'action, il nous faudrait vivre des milliards d'années pour pouvoir les observer avec nos sens. De nombreux phénomènes nous échappent car ils se déroulent trop rapidement. Le temps d'un battement de cils, une mouche exécute 20 battements d'ailes. Une salamandre entame son repas ou des millions de particules pyrotechniques explosent. A contrario, la technologie nous permet aussi d'observer des processus qui nous échappent, car trop lents. Pour étudier ces processus, un seul moyen, accélérer le cours du temps. Comme nous, les végétaux possèdent leur propre perception du temps. Ils sont sensibles aux fluctuations de la durée du jour au cours de l'année et s'en servent pour déterminer le moment de leur floraison. Certaines plantes fleurissent même à une certaine heure. Même accéléré grâce à la technologie, le monde végétal paraît paisible et lent. Tout le contraire du nôtre. De périodes encore plus longues, et pas seulement à l'échelle microscopique. Si nous observons l'évolution de la Terre sur une période de 10 000 ans, nous constatons d'étonnantes mutations. En cause, un basculement de l'axe terrestre qui se traduit par quelques turbulences dans son déplacement autour du Soleil. Ce mouvement, dit de précession, a une durée de 25 800 ans.
Parallèlement, l'angle d'inclinaison de l'axe terrestre varie de quelques degrés sur une période de 41 000 ans. À ces deux mouvements s'en ajoute un troisième, la variation de la forme ou excentricité de l'orbite terrestre, tous les 100 000 ans. Il résulte de tous ces phénomènes qu'à certaines périodes, un hémisphère reçoit moins d'ensoleillement et la calotte glaciaire du pôle concerné s'accroît, puis elle fond de nouveau lorsque l'insolation augmente. Ces cycles de Milankovitch reflètent l'histoire de la Terre depuis des centaines de milliers d'années. Des périodes de glaciation ont toujours alterné avec des périodes de réchauffement. Au cours de ce processus, les milieux naturels se modifient également. Les forêts se transforment en savane ou en toundra. Si nous allongeons notre période d'observation à plusieurs millions d'années, nous voyons que ces mutations ne touchent pas uniquement les milieux naturels. Les continents aussi sont en perpétuel mouvement et dérivent à la vitesse de croissance de nos ongles. Le mouvement de la croûte terrestre sous la plaque pacifique, la plus grande, entraîne à ses alentours une importante activité géologique. Vu en ultra accéléré, le pourtour de la plaque pacifique serait embrasé par des éruptions volcaniques. Et si nous pouvions observer des périodes encore plus longues? Nous assisterions à un spectacle de dimension intergalactique. De façon encore plus précise avec l'année tropique, le bissexte est supprimé tous les 100 ans depuis le pape Grégoire XIII. Les calendriers anticipant les changements de saison ont permis de mieux planifier les cultures. Et les seigneurs savaient, au jour près, grâce au calendrier, quand percevoir leurs impôts. À l'échelle des années, le monde connaît des transformations prodigieuses. La surface de ce monument en bronze se couvre d'une patine verte due à l'humidité. Les responsables sont des cristaux qui se forment au fil des ans sur les surfaces en métal. Aujourd'hui, nous pouvons observer la formation de ces cristaux, même si elle dure 20 ans ou plus. Nous pouvons même être les témoins de périodes encore plus longues, et pas seulement à l'échelle microscopique. Si nous observons l'évolution de la Terre sur une période de 10 000 ans, nous constatons d'étonnantes mutations. En cause, un basculement de l'axe terrestre qui se traduit par quelques turbulences dans son déplacement autour du Soleil. Ce mouvement, dit de précession, a une durée de 25 800 ans. Parallèlement, l'angle d'inclinaison de l'axe terrestre varie de quelques degrés sur une période de 41 000 ans. À ces deux mouvements s'en ajoute un troisième, la variation de la forme ou excentricité de l'orbite terrestre, tous les 100 000 ans.
Il résulte de tous ces phénomènes qu'à certaines périodes, un hémisphère reçoit moins d'ensoleillement et la calotte glaciaire du pôle concerné s'accroît, puis elle fond de nouveau lorsque l'insolation augmente. Ces cycles de Milankovitch reflètent l'histoire de la Terre depuis des centaines de milliers d'années. Des périodes de glaciation ont toujours alterné avec des périodes de réchauffement.